Ravi de vous retrouver dans cette session d'information sur la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue, les titres. De nouveaux rebondissements dans le procès avion présidentiel et équipement militaire. À la demande du parquet, la Cour a renvoyé le procès devant la Chambre civile d'instruction de la Cour suprême pour complément d'information et audition d'autres témoins. Les détails dans cette édition. La menace d'un nouveau report plane sur la nouvelle date de la rentrée malgré les assurances données par le ministre de l'Éducation nationale. À moins d'un mois de la rentrée, en plus de l'occupation des écoles par les sinistrés, plus de 200 écoles sont effondrées à cause des inondations. Malgré son importance pour le développement communautaire, la taxe de développement régional et local TDRL est méconnue par la majorité des populations, un fait qui impacte considérablement sur son taux de recouvrement. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. À la demande du parquet, la Cour d'assises spéciale des crimes économiques a renvoyé le procès avion présidentiel et équipement militaire devant la Chambre civile d'instruction de la Cour suprême pour complément d'information et audition d'autres témoins. Il s'agit entre autres des Premier ministre Oumar Tatamli et Moussa Mara, ainsi qu'un ancien ministre délégué chargé du budget. Face à ce nouveau rebondissement dans ce procès, le président de la Cour a informé les 4 accusés présents la possibilité de demander leur mise en liberté en attendant que la justice entende de nouvelles personnes et introduise de nouvelles pièces dans le dossier. Éducation, plus de 200 écoles effondrées. À quelques semaines de la nouvelle date d'ouverture des écoles, le nombre des établissements scolaires occupés n'a pas baissé. Bien au contraire, on dénombre un nombre important d'écoles qui se sont effondrées à cause des inondations. Le point avec Gabriel Keita. À l'occasion de la dernière réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes tenue le lundi à la primature, le ministre de l'Éducation nationale, Amadou Sy Savané, a présenté un rapport détaillé de l'impact des inondations et autres catastrophes sur les infrastructures scolaires. Selon lui, 128 écoles sont actuellement occupées par des populations sinistrées et 167 ont été inondées et 256 autres sont partiellement ou totalement effondrées. Ces données concernent les 26 académies d'enseignement du Mali à la date du 4 octobre 2024. Malgré ces défis, le ministre a assuré que ses équipes travaillent sans relâche pour permettre une rentrée scolaire à la date prévue. Il a ajouté que des solutions temporaires telles que la réhabilitation rapide de certaines infrastructures et l'aménagement d'espaces provisoires sont en cours d'étude pour minimiser l'impact sur les élèves. Après un premier report de la rentrée scolaire du 1er octobre au 4 novembre, on est toujours dans l'incertitude car la pluie continue. Malheureusement, les dégâts aussi. Dans le cadre de la deuxième semaine du mois de la solidarité dédié aux femmes et aux enfants, le gouvernement du Mali a offert ce mardi 8 octobre des vivres, des matériels sanitaires et des médicaments au centre Oasis et le centre psychiatrique du CHU de Point-G. C'était en présence du ministre de la Santé et du Développement social accompagné de sa collègue de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et la marraine de la semaine, Sangaré Oumouba. Oumar Koïta, les détails. Tout comme l'année dernière, les fistuleuses du centre Oasis et les malades mentaux du CHI de Point-G n'ont pas été laissés pour compte. À l'occasion de cette 29e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, le gouvernement du Mali a donné le sourire à ces malades à travers des dons de vivres et de non-vivres. Nous procédons à la remise des produits d'hygiène, dont 5 cartons d'eau de javel et 20 cartons de savon, ainsi que des vivres, incluant une tonne de riz et 20 bidons d'huile pour une valeur totale de 2 millions de francs CFA. Ce geste est modeste, mais il reflète notre volonté d'accompagner ces femmes dans leur quotidien difficile et de leur redonner dignité et espoir. Nous avons décidé de contribuer à la prise en charge des malades mentaux
par l'appui à l'ergothérapie et l'achat des médicaments psychiatriques pour une somme de 1 250 000 francs CFA. Pour la ministre de la Santé et du Développement social, ce geste humanitaire est une preuve de solidarité du gouvernement envers ces personnes atteintes de maladies. Donc, dire aussi que ce mois est dans un contexte particulier parce que c'est pour aider les victimes de catastrophes et des sinistrés. Nous sommes aujourd'hui au centre Oasis, mais on a une pensée pour toutes ces femmes qui ont été victimes des inondations, pour toutes ces femmes qui ont tout perdu lors de cette saison de pluie et leur disons que nous, gouvernement, nous, à travers le président de la transition, qui fait de son mieux, le Premier ministre, le Dr Choguel Kokalamaga, qui fait de son mieux, et tout le gouvernement est à leur côté. La marraine de la semaine et les bénéficiaires se sont réjouis de cette donation et ont remercié le gouvernement ainsi que les médecins pour leur sens de l'humanité. Je remercie la ministre et je félicite la ministre du Développement social pour avoir su bien organiser ce mois, pour le pérenniser, et je suis sûre qu'elle en fera davantage. Parce que la solidarité fait partie de nos coutumes, la solidarité fait partie de nos valeurs. Nous nous réjouissons que nos sœurs aient pensé à nous en ce moment difficile. Nous les remercions sincèrement pour ce geste. Nous tenons aussi à saluer le dévouement et la détermination des médecins qui sont à nos côtés jour et nuit. Le colonel Assamba Diallo Touré, ministre de la Santé, a profité de l'occasion pour inviter les femmes à faire le dépistage des cancers des seins et du col de l'utérus. Santé toujours, l'Office national de la santé et de la reproduction a organisé un atelier d'échange sur l'avant-projet de la loi sur la santé de la reproduction avec les jeunes et les adolescents. Il s'agit à travers cet atelier d'édifier les participants sur les insuffisances de l'ancienne loi et de les informer du contenu de la nouvelle loi avant adoption. C'était ce mardi 8 octobre 2024 au siège de la dite structure à l'ACI 2000. Les détails avec Amadou Diarra. Partager avec les participants les insuffisances relevées au niveau de la loi du 24 juin 2022 lors de la revue documentaire. Donner lecture du draft de l'avant-projet de loi relative à la santé de la reproduction finalisée. Tels sont entre autres points abordés lors de cet atelier organisé par l'ONASER. C'est juste pour un peu échanger avec les ados, les jeunes par rapport à notre projet de loi sur la santé de la reproduction. Vous savez qu'on avait une ancienne loi 02-044 du 24 juin 2002, ça fait plus de 20 ans. Bon, c'est une loi qui n'était pas bien disséminée. Et donc on a vu qu'il y a beaucoup d'aspects qui n'étaient pas pris en compte dans cette loi. Donc on a vraiment tenu bon de réviser la loi. L'objectif, c'est vraiment de prendre en compte les aspects des ados et des jeunes dans cette loi. Et il y a aussi d'autres aspects qui n'étaient pas bien pris en compte. On a essayé de tout intégrer. Au cours de cet atelier sur la santé de la reproduction, les échanges ont permis d'aborder plusieurs aspects. Il s'agit notamment... Bon, on a parlé de VIH, l'infection du VIH-Sida. Donc, comment communiquer avec le conjoint. Par rapport à ça, nous avons parlé beaucoup de ça. Il y a eu beaucoup de discussions sur les IST, VIH-Sida, comment communiquer avec le partenaire pour vraiment que le partenaire soit au courant de cette infection. On a parlé de l'avortement, bien sûr, on a parlé de l'avortement, mais on n'a pas changé, on n'a pas beaucoup changé l'aspect avortement. Parce que chez nous, au Mali, l'avortement est interdit. Est interdit, vous le savez plus que moi-même. Mais il y a trois causes qui sont prises en compte. C'est quand la vie de la femme est en danger, en cas d'inceste et en cas de viol. Ces trois étaient pris déjà en compte dans notre ancienne loi. Donc on n'a fait que reconduire et puis peut-être on a mis aussi les malformations congénitales. Les recommandations issues de cet atelier d'échange permettront d'améliorer le document et les conditions de vie des populations. Hier mardi 8 octobre 2024 s'est tenue l'Assemblée générale constitutive de l'Union nationale des pharmaciens privés du Mali, UNPPM, à Bamako. Composée des associations des pharmaciens privés du Mali, l'UNPPM se veut un cadre fédérateur pour mieux défendre les intérêts des pharmaciens privés. Outre la validation du statut et règlement, l'Assemblée a aussi fait le choix du logo de l'Union et met en place
un nouveau bureau. Le compte-rendu est signé Emma Fifamenounaon, Matala Ouattara. Unis, nous sommes forts est la devise de l'Union nationale des pharmaciens privés du Mali, UNPPM, mise en place ce 8 octobre 2024. En plus de la validation du statut et règlement de l'UNPPM, un nouveau bureau composé d'environ 30 membres pour un mandat de 5 ans a été mis en place. Comme on a plusieurs associations, il serait bon qu'on fédère en mettant en place une union. Donc désormais, l'Union nationale des pharmaciens privés du Mali est née. Nous avons mis le premier bureau en place avec des objectifs bien précis. Chaque année, on fait une assemblée générale. Donc, on a essayé de mettre dans ce bureau chaque segment. On veut avoir des antennes régionales, de Kaï jusqu'à Gao, Tombouctou. Il s'agit à travers cette initiative de rassembler les acteurs évoluant dans le domaine pharmaceutique pour mieux défendre leurs intérêts. C'est pourquoi les portes de l'UNPPM resteront ouvertes à toute autre association prête à accepter les conditions d'adhésion. Nous allons mettre en place la mutuelle des pharmaciens privés. Nous avions en projet le siège de notre union. Cela aidera non seulement le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, cela pourra aider également le ministre de la Santé pour mieux gérer le secteur. Les membres de tous les segments privés peuvent adhérer à l'union. Il suffit de le manifester en payant le droit d'adhésion et il y aura une cotisation annuelle à payer. Donc nos camarades qui ne sont pas encore là avec nous, nous allons tout faire pour qu'ils puissent nous rejoindre. Environ 60 pharmaciens issus de différentes associations ont pris part à cette assemblée constitutive de l'UNPPM. Et par ailleurs, la ville de Mopti continue d'animer la rubrique des faits divers avec le meurtre et les assassinats ciblés. La dernière en date concerne malheureusement une petite fille retrouvée morte dans sa chambre le samedi dernier, ce qui vient de s'ajouter à la longue liste. Explication Bakari MCDB. Une fillette âgée de 10 ans a été retrouvée morte dans sa chambre le samedi 5 octobre 2024 à Wayankore dans la ville de Mopti. Selon des sources proches de sa famille, son corps sans vie a été retrouvé en pleine journée aux environs de 14 heures. Alertée, la gendarmerie de Mopti a aussitôt ouvert une enquête pour faire la lumière sur l'affaire. Tous les membres de la famille ont été attendus par les enquêteurs, ajoutent les mêmes sources. Ce drame vient de s'ajouter à la longue liste des assassinats commis cette année dans la ville de Mopti. En effet, du début d'année à maintenant, plusieurs cas ont été rapportés. Dans la nuit du 26 au 27 mars 2024 dernier, le responsable du centre de la protection civile de Mopti a été tué par des individus armés non identifiés dans son domicile à Sévaré. La victime, qui était un lieutenant, a été abattue devant sa femme. Les auteurs ont pris la fuite après leur forfait. Un jour plus tôt, soit le 25 mars, 2 policiers ont trouvé la mort et un autre blessé à la suite d'une attaque terroriste qui a visé le poste de contrôle de la rentrée de Mopti. 9 février 2024, le maire de la commune rurale de Togore-Koumbe, dans le cercle de Tenenkou, a été tué dans sa maison par des individus armés non identifiés. D'après les informations, sa maison est située à proximité de la grande mosquée de la Venise malienne à Mopti. Pour le moment, aucun de ces crimes n'a été élucidé malgré l'ouverture des enquêtes. La TDRL, parlons-en. Dans un contexte économique où les collectivités locales peinent à trouver les ressources pour réaliser les projets de développement local et durable, la taxe de développement régional et local, encore appelée TDRL, constitue un atout considérable. Cependant, la méconnaissance de cette taxe impacte fortement son taux de recouvrement dans le district de Bamako. Sur 10 personnes interrogées, seulement une a connaissance de l'existence de la TDRL. C'est le constat fait par nos reporters qui se sont intéressés au sujet suivant. La TDRL doit constituer un apport crucial pour le développement des communes. Malheureusement, beaucoup ne s'acquittent pas de cette taxe. Pire,
Ils n'ont pas connaissance de son existence ni de comment elle peut impacter leur quotidien. Ah bon, taxi tiens là, ne ma soroka do, ambe impôt du don, ambe impôt du sarafana. Je sais que c'est très important, mais on n'a pas vu l'impact. Bon, tiens là, il faut qu'on fasse. Bon, mairie mo ma si manikula, bon ne chien folo yere gani, to yere men kulu la folo. Ouais, ne be do la. Tedreli jamana dim bena talikaka. Ne rokumbe chamantala. Le montant de la TDRL varie des communes de l'intérieur de celui du district de Bamako, qui est de 3 000 francs CFA l'année. Déjà, à quoi sert la TDRL et qui doit-il la payer? Comme son nom l'indique, c'est la taxe de développement régional local. Et elle permet aux collectivités de pouvoir financer leurs activités. C'est la première taxe qui fait développer une commune. On est personne âgée. 60 et plus, hommes et femmes. On est exempt de son paiement. On est démunis. Vous êtes une femme ayant donné 4 maternités. Tu n'as pas encore terminé tes études. Tu es un recrue des forces de défense et de sécurité. Au moment de ta formation militaire, tu ne payes pas. Et excepté cela, tout le monde, y compris les agents des collectivités et les agents de santé, y compris les enseignants, tout le monde est assujetti au paiement de la TDRL. Sur les 155 millions de francs CFA de prévision, seulement 23 201 624 francs CFA ont été recouverts cette année au compte de la TDRL en commune 5. De même pour les communes 1 et 4, le taux est insignifiant, ce qui constitue un énorme manque à gagner pour le financement des projets de développement local. Pourtant, la loi prévoit même des sanctions en cas de non-paiement de la TDRL. Sur une prévision de 500, alors on n'a jamais recouvré, dépassé 35 millions par an ici en commune 5. En commune 1 du district de Bamako, le paiement de la TDRL n'est pas effectif. Nous tournons entre les 5, les 6, les 10% maximum par rapport à la taxe. Alors, quand vous regardez l'assiette, les personnes qui doivent être assujetties à cette taxe, elles sont nombreuses. Notre stratégie phare, c'est vraiment une sensibilisation et une information de la population afin de les amener à payer cette taxe. La loi donne pouvoir au procureur d'interpeller ceux ou celles réticents alors au paiement de cette taxe, de les interpeller et les obliger à son paiement. Les quelques actions de sensibilisation n'ayant pas été visiblement efficaces, il urge de trouver d'autres stratégies afin de susciter un changement de comportement. On ne peut pas demander de compte au président de l'organe délibérant tant que tu n'as pas prouvé ta citoyenneté. Malheureusement, beaucoup ne le comprennent pas. Les infrastructures que nous réalisons, par exemple dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique, donc il est important que les uns et les autres comprennent que cette taxe, nous devrons la payer pour le développement harmonieux même de notre collectivité. À noter que nos recherches nous ont amenés à nous rapprocher des mairies des communes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du district de Bamako. Malheureusement, seules les mairies des communes 1, 4 et 5 ont bien voulu aborder la question. Donc, le changement de comportement doit commencer par les autorités communales avant même d'espérer voir les populations locales considérer le paiement des TDRL comme un devoir citoyen. La taxe de développement régional et local constitue un levier essentiel pour le développement des communes. Pourtant, la méconnaissance qui entoure cette taxe et le faible taux de recouvrement constituent des freins majeurs pour son efficacité. De ce fait, il est crucial de renforcer les efforts de sensibilisation et de communication à l'endroit de la population quant à l'importance de cette taxe. Payer sa TDRL est avant tout un devoir citoyen. En effet, merci à Citan et Ibrahim Dao pour ce élément. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Demain, à 19h, on se retrouve toujours sur le même plateau. Il ne faut pas parler du crocodile tant qu'on n'a pas fini de traverser la rivière. Proverbe africain. À bientôt.